Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, affaire du terrain du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Le dossier continue de faire des vagues. Après l'ancien ministre de la Justice, de nouvelles personnalités ont été mises en cause, entre autres Mamboy Diao, Abdoulaye Sy, placé sous bracelet électronique. Et puis, publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, une forte demande de plusieurs acteurs politiques dernièrement. Le ministère des Finances est sorti de sa réserve annonçant un report au 23 juin prochain. Ce dernier justifie sa décision par une volonté de transparence et fiabilité des données. Et enfin, à l'international, la crise au Moyen-Orient, la réaction du Sénégal était attendue et maintenant officielle. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et l'Iran et exhorte à un retour à la table des négociations. Le Sénégal dit condamner toute forme d'agression et violation des règles du droit international. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. En justice donc pour commencer ce journal, l'affaire du terrain affecté à la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye connaît de nouveaux développements. Celle-ci vaut à l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall d'être inculpé et placé sous bracelet électronique pour corruption par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Pour le même dossier, l'entrepreneur Chergué et l'ancien directeur des constructions au ministère de la Justice ont également été mis sous bracelet électronique. Et dans son édition de ce mardi, Libération informe que dans le cadre de l'instruction de cette affaire, 4 autres personnalités de l'ancien régime ont aussi été inculpées et mis sous bracelet électronique. Il s'agit de Mamboy Diao, ancien directeur des domaines, d'Abdoulaye Sy, ancien DAGE du ministère de la Justice, et des anciens chefs des bureaux des domaines et du cadastre de Guédiawaye. Et ce n'est pas tout, un mandat d'amener a été délivré contre Mamadou Gueye, le dernier directeur des domaines sous Macky Sall, qui serait hors du territoire national. Sa conduite a été demandée à la DIC. Et puis nous l'annoncions dans les titres, source de polémique sur la scène politico-économique depuis peu. Les rapports trimestriels d'exécution budgétaire seront finalement publiés le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 23 juin. Un report annoncé par le ministère des Finances qui justifie sa décision par une volonté de garantir la fiabilité et la sincérité des données avant publication. Le ministère des Finances et du Budget a apporté des précisions ce lundi sur le report de la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire relatifs au 4e trimestre 2024 et au 1er trimestre 2025. Initialement attendus plus tôt, ces documents essentiels à la transparence des finances publiques seront finalement publiés le lundi 23 juin 2025. Selon le communiqué du département ministériel, ce délai supplémentaire se justifie par un travail approfondi de fiabilité des données budgétaires, dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de rétablir l'orthodoxie et la sincérité des comptes publics. Cette démarche fait suite aux révélations de la Cour des comptes qui avait pointé des manquements dans la gestion budgétaire des exercices précédents. Le ministère indique ainsi avoir engagé un exercice de recensement et de reclassification des dépenses extra-budgétaires, notamment pour le premier trimestre 2024. Ces opérations visent à intégrer de façon conforme ces dépenses dans le tableau des opérations financières de l'État et dans les rapports d'exécution budgétaire. Dans le cadre des réformes annoncées, il est précisé que les dépenses extra-budgétaires ne seront plus reportées sur les budgets des années suivantes. Elles seront désormais constatées dans l'année de leur exécution effective, en adéquation avec les standards internationaux en matière de transparence. Le ministère assure que cette réorganisation participe d'une stratégie globale d'assainissement des finances publiques, de régulation des engagements hérités et de soutien à la relance économique. Les autorités réaffirment ainsi leur engagement à maintenir une dynamique de transparence, de clarté et de rigueur dans la gestion budgétaire, en vue de garantir une information fiable aux citoyens, aux parlementaires et aux partenaires techniques et financiers. Sur cette lancée, Meïssa Mahécor Diouf critique lui sévèrement la gestion économique du gouvernement actuel. Il accuse le pouvoir en place d'avoir accentué la crise économique du pays, notamment à travers, dit-il, les accusations de falsification des chiffres des finances publiques. L'État, c'est une continuité. Nous, quand nous sommes venus au pouvoir en 2012, on a trouvé pas mal de situations difficiles. Voilà.
sur le plan économique, une morosité économique, un pays en manque d'électricité, voilà, des travaux structurants non achevés. Mais nous avons tout assumé et nous avons trouvé des solutions. Malheureusement, l'approche prise par les tenants du pouvoir, je pense à mon humble avis, n'a pas été une bonne approche. Vouloir dénigrer coûte que coûte le régime, son image, ses hommes, fait qu'aujourd'hui, beaucoup de partenaires voilà, sont restés sur leur faim et puis ne sont pas du tout, en tout cas, attendent des informations supplémentaires pour parler du Fonds monétaire international. Donc nous pensons que l'approche n'a pas été bonne. Il fallait privilégier un dialogue B2B avec les partenaires au lieu de vouloir dénigrer coûte que coûte l'image du pays. Et cela nous a conduit aujourd'hui à ces situations difficiles. Youssouf Mbodja, de son côté, dit s'inquiéter de la politisation de l'administration sénégalaise. D'après l'ingénieur polytechnicien, c'est ce qui fragilise aujourd'hui l'économie du pays. Et il cite en exemple la situation au niveau du port autonome de Dakar. Personnellement, je n'ai rien contre lui, mais pour moi, il n'est pas à sa place. Parce qu'une baisse d'activité pour un nouveau régime qui doit susciter de l'enthousiasme, un DG qui tout le temps est en train de poster sur l'actualité politique. Il ne parle pas du port vraquier minéralier de Bargny, il ne parle pas du port de Ndayan. Il n'est pas en train de voir comment développer l'activité maritime, comment en fait agrandir le port de Dakar, parce qu'il y a un terminal conteneur, il y a des terminaux qu'on doit faire oléagineux, etc. Pour moi, il passe à côté. Parce qu'il y a un principe de base qui dit qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc même si tu as eu à gagner avec une certaine clientèle politique, et beaucoup d'entre eux, ils sont accrochés au basque de Pastef parce qu'ils sont opportunistes en réalité. Mais n'empêche, quand tu viens au pouvoir, tu es le président de tous les Sénégalais, tu gouvernes pour tous les Sénégalais. Donc toutes les compétences possibles et imaginables qu'on trouve dans la sphère sénégalaise, il faut aller les chercher, quelle que soit leur coloration politique. Donc si jamais on se cantonne à cette clientèle politique-là, à la tête pensante qui est censée maintenant manipuler les bras et puis dérouler le corps, mais si jamais tu ne mets pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, tu ne pourras pas développer ta politique de développement. Et on reste dans le secteur de l'économie pour cette fois-ci donner la parole à quelques opérateurs de Dagana. Quelques jours après la visite du chef de l'État, les producteurs agricoles se plaignent de difficultés à commercialiser le riz local. Ils demandent alors des mesures concrètes pour soutenir le secteur, mais également améliorer l'accès aux fonciers. On a des champions locaux ici qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Donc des riziers qui sont là, qui se décarcassent et qui font le tout pour pouvoir tout simplement, non seulement ils créent des emplois au niveau local, parce que c'est eux également qui financent le plus par rapport à la banque. On dit que la banque finance à la hauteur de 12%, donc une banque agricole censée donc, accompagner les agriculteurs, mais ce sont ces privés-là parfois nous aident ou bien nous viennent en rescousse tout simplement. Donc comment les aider? Il faut les sécuriser dans ce qu'on appelle la commercialisation du riz. Donc on demande à l'État comment faire pour trouver une politique de commercialisation pour aider à ces privés-là de ventiler leur stock. Donc alors que nous, notre riz, c'est de meilleure qualité, n'a pas de produits et c'est consommable à courte durée. Donc il faut aider le producteur local parce que l'aider, c'est aider la population. Il faut aussi l'État trouve des politiques de commercialisation. Soit l'État achète et revend, ou bien l'État adopte à ce qu'on appelle des subventions pour leur permettre également de vendre. Il faut permettre également à ces jeunes d'accéder à la terre. L'actualité à l'international, à présent très attendue, le Sénégal a exprimé sa posture dans la crise au Moyen-Orient dans une déclaration rendue publique ce lundi. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation à la suite de l'attaque militaire lancée par Israël contre la République islamique d'Iran. À partir du 12 juin dernier, le Sénégal alerte sur le risque réel d'une déstabilisation accrue du Moyen-Orient, déjà marquée par une instabilité persistante. Dans ce communiqué officiel, les autorités sénégalaises condamnent donc fermement toute agression et toute violation des règles du droit international, insistant sur le fait que de telles actions représentent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale. Face à cette montée des tensions, Dakar lance un appel pressant à un cessez-le-feu immédiat entre les deux parties belligérantes, exhortant Israël et l'Iran à revenir à la table des négociations. Le gouvernement sénégalais rappelle alors son attachement au règlement pacifique des différends, réaffirmant que seul un cadre multilatéral
multilatérale fondée sur le dialogue et la diplomatie peut permettre de préserver aujourd'hui la stabilité régionale et mondiale. Ce conflit donc qui provoque la panique chez plusieurs spécialistes selon Amadou Kamaragé, journaliste analyse géopolitique. Si aujourd'hui Israël souffre, c'est parce que les États-Unis ont décidé de jouer la carte de la prudence. Moussa Mani. C'est une guerre de puissance entre deux États géographiquement éloignés mais profondément opposés sur le plan idéologique. Une guerre qui secoue non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le monde entier. C'est une situation complexe dans la mesure où c'est une guerre ouverte entre deux grandes puissances, Israël et l'Iran. Et tout le monde retient son souffle parce qu'on sait que c'est une guerre qui peut durer en longueur et qui pourrait avoir des conséquences dans d'autres pays comme le nôtre. Les États-Unis d'Amérique, qui semblent jouer la carte de la prudence sur cette affaire, jadis fervent défenseur et soutien incontestable de l'État hébreu. Il faut savoir que Trump a été élu sur la base de ne pas s'impliquer davantage dans plusieurs conflits. Donc, raison pour laquelle il reste pour l'instant très prudent et il est en très bon terme avec Vladimir Poutine. Tout cela fait que les États-Unis ne veulent pas encore entrer dans la guerre. Toutefois, il y a des interpellations, il y a des mises en garde contre le régime des Mollahs. Pendant ce temps, l'avenir de Netanyahou est aussi en jeu. Cette guerre pourrait précipiter sa chute en cas d'échec. Il a un soutien populaire du peuple israélien, même si certains ne sont pas d'accord avec lui. Mais s'il échoue face à l'Iran, c'est sûr que ça pourrait accélérer sa chute au régime. Pour le moment, on compte plusieurs morts des deux côtés. Très rapidement, le point de la situation. En 5 jours, les deux puissances ennemies ont multiplié les attaques et contre-attaques et ne laissent présager aucune relâche. Ils laissent planer le spectre d'une guerre totale. Djibril Diallo. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les deux pays ennemis? 5 jours après le début de la vaste offensive israélienne contre l'Iran, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin, les deux puissances ont de nouveau activé leur système de défense anti-aérienne. Téhéran a affirmé qu'il continuerait de bombarder Israël aussi longtemps qu'il le faudra pour mettre fin à une attaque sans précédent lancée vendredi, visant officiellement à l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Israël, de son côté, promet de poursuivre ses frappes et affirme vouloir traquer le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khomeini, partout où il se trouvera. La situation a fait réagir Donald Trump sur son compte X. Le président américain a conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer immédiatement. Il a d'ailleurs quitté le sommet du G7 plus tôt que prévu, provoquant une onde de choc diplomatique. Cette attitude a été vivement critiquée par la Chine qui l'a accusé de jeter de l'huile sur le feu. Pékin a déclaré que proférer des menaces et exercer des pressions ne contribuera pas à apaiser la situation, mais ne fera qu'intensifier les tensions et étendre le conflit entre Israël et l'Iran. Pendant ce temps, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé ce mardi avoir ciblé plusieurs infrastructures israéliennes, notamment le centre du renseignement militaire de l'armée du régime sioniste Amman, ainsi que le centre de planification des opérations terroristes du Mossad à Tel Aviv. Et très rapidement à l'international, toujours l'affaire Lumumba. La justice belge se penche ce mardi sur son assassinat. Le parquet fédéral belge a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Étienne d'Avignon, seul survivant parmi les 10 personnalités visées dans l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961. Âgé aujourd'hui de 92 ans, l'ancien ministre d'État et diplomate belge pourrait être jugé pour crimes de guerre, notamment pour détention et transfert illégal de prisonniers, privation de procès équitable et traitement dégradant. Cette demande relance une procédure initiée en 2011 par la famille de l'ancien Premier ministre congolais. Une commission belge avait déjà reconnu en 2001 une responsabilité morale de certains acteurs belges dans ce crime historique survenu peu après l'indépendance du Congo.
Une note de sport à présent, sport local. Bambaba déclare sa candidature à la présidence de la Ligue de football de Saint-Louis. Le candidat propose un programme axé sur la structuration des clubs, la formation, le renforcement des partenariats institutionnels. Entre autres, il ambitionne de faire de la Ligue un acteur structurant du football régional et national. C'est ici, dans le Wallo, au cœur du district de Dagana, que j'ai choisi de faire cette annonce. Pourquoi cette candidature? Parce que notre région regorge de talents, de passion, de clubs dynamiques, mais souffre depuis trop longtemps d'un manque de coordination et de moyens et de perspectives claires. Parce que ceux qui font vivre le football au quotidien, présidents de clubs, éducateurs, supporters, méritent plus qu'un statu quo. Mon engagement repose sur des principes simples et concrets. Agir sans attendre, avec des actions mesurables dès les 100 premiers jours. Travailler main dans la main avec l'État, les collectivités, les écoles et les entreprises pour renforcer notre écosystème sportif. Professionnaliser l'environnement des clubs, formation, équipement, gouvernance et communication. Valoriser les compétitions sponsorisées sur l'ensemble du territoire pour assurer un développement équilibré du football régional. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les explications du ministre des Finances et du Budget sur le retard noté dans la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire sont reliées par les journaux parus ce mardi. Selon Le Soleil, le ministre précise et prend date, assurant que les rapports trimestriels d'exécution budgétaire seront publiés le lundi 23 juin. Selon le journal, selon la Tribune, le ministre Cheikh Diba tente de donner des explications sur les retards des rapports budgétaires. Le journal indique que le rapport de la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 est motivé par un souci de sincérité et de fiabilisation des données budgétaires. Cette question laisse titre lenteur dans la publication des rapports budgétaires. Les finances s'expliquent. En croyant le journal L'Info et de la transparence ou de l'embarras, le ministère des Finances et du Budget s'explique et face à la polémique grandissante, il indique autour du retard de la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, le ministre des Finances et du Budget a finalement brisé le silence. Ce changement, selon le ministère, vise à restaurer l'orthodoxie budgétaire et à assainir progressivement les finances publiques. Les Échos, lui, parlent de tâtonnement, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, à quelques jours de la fin de la session. Mais Wolf Quotidien s'interroge sur la récurrence des levées de fonds du gouvernement. Là où va l'argent, titre le journal. Selon Guy Silva, expert financier, l'État est en train d'éteindre des feux partout. Amatiam, économiste, lui indique pourquoi le redressement des eurobonds sénégalais sont-ils si élevés. Le quotidien, lui, souligne le rêve brisé des Sénégalais vivant aux États-Unis. Les expulsions s'intensifient et se font en catimini. La peur grandit dans les communautés des immigrés. Selon le journal, autre rêve brisé, c'est dans la Tribune à propos de la traque des convoyeurs de migrants. 9 personnes interpellées à Djahaï et le frère du maire de Mour prend 7 ans de prison. Source A note que la sentence est tombée dans l'affaire de l'embarcation irrégulière ayant chaviré et a fait 30 morts en 2024 à Mour. Le frère du maire de Mour, lui, écope 7 ans, selon Source A. Libération, lui, aborde la question relative dans l'affaire des palais de justice de Pikine de Guédiawaye. Le juge distribue des bracelets électroniques même à Mamboy Diao. Ablaïsi, un mandat d'amener est décerné à Mamoudou Gueye qui serait absent du territoire. Sud Quotidien, lui, souligne que le Sénégal exprime sa profonde préoccupation face à l'attaque militaire israélienne contre la République islamique d'Iran. La même publication s'intéresse au sort de soldats sénégalais portés disparus depuis le 17 avril 2025. Le journal parle de 60 jours de silence depuis que ce soldat est aux mains d'un groupe armé non identifié. En sport record sur la Ligue sénégalaise de football professionnel, mais à sa une, les propos de Babacar Ndiaye, candidat. Il déclare « On ne peut pas faire du neuf avec du vieux ». Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.